Vous avez probablement tous déjà regardé un match de l'Euro 2024 à la télévision. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment depuis un stade en Allemagne, vous arrivez à voir les buts de vos joueurs préférés dans votre salon et tout ça en direct? Retransmettre un match en direct, c'est un dispositif impressionnant. En moyenne, 46 caméras vous permettent de voir le match au plus proche de l'action. Un réalisateur choisit méticuleusement quelle caméra doit être affichée pour vous plonger dans l'émotion du stade, comme si vous y étiez. 92 techniciens audiovisuels interviennent dans le stade pour diffuser le match dans près de 200 pays. Alors pour comprendre ce dispositif exceptionnel et pour découvrir ce qu'il y a derrière la diffusion d'un match sur votre télé, eh bien suivez-moi puisque dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le chemin de l'image et du son depuis le stade jusqu'à vous, confortablement installé dans votre canapé. Notre chemin débute sans hésiter dans l'un des 10 stades allemands qui accueillent la compétition. Si vous voulez voir la tête de Kylian Mbappé en grand sur votre télévision, eh bien déjà, il va falloir avoir une caméra braquée sur lui. Et pour cela, vous avez le choix entre près de 46 caméras qui servent lors de la diffusion du match. Parmi elles, on compte certaines caméras fixes qui vont pouvoir faire des plans larges du match pour pouvoir situer où se déroule l'action et comment sont positionnés les joueurs par exemple. Mais ces caméras peuvent aussi aller chercher des plans serrés des joueurs grâce à leur zoom optique qui monte jusqu'à x1000 pour certaines d'entre elles. A titre de comparaison, l'iPhone 15 Pro ne peut monter que jusqu'à x6 avec son zoom optique. Ces caméras vont donc permettre de faire des gros plans soit sur le ballon, soit sur les joueurs. Et certaines de ces caméras sont dédiées à filmer la réaction des spectateurs, soit en gros plan, soit en plan un peu plus large. Et est-ce que vous saviez que ces caméras fixes sont positionnées toutes du même côté du stade? Le but c'est d'éviter les confusions dans la tête des spectateurs, puisque effectivement si vous mettez un plan large d'un côté du stade et un autre plan large de l'autre côté du stade, eh bien vous aurez l'impression que les deux équipes ont inversé leur place, alors que c'est juste une question de point de vue. La plupart de ces caméras sont positionnées en haut des gradins pour avoir une vue plongeante sur le stade, mais certaines sont situées au bord du terrain pour avoir une vue d'un peu plus proche. D'ailleurs, il y a certaines des caméras qui peuvent filmer en slow motion, voire même en ultra slow motion, et donc ça va permettre à l'équipe de réalisation de ralentir le clip et de diffuser de beaux buts au ralenti. Et bien entendu, derrière toutes ces caméras, il y a un cadreur qui va gérer le zoom, la mise au point et aussi le cadrage bien évidemment. Il reçoit des ordres du réalisateur pour savoir quoi filmer et il reçoit aussi un Tolly. Vous savez, le Tolly, c'est cette petite lumière rouge qui s'allume lorsqu'une caméra est à l'antenne. Et si elle s'allume en vert, eh bien c'est que la caméra est en preview, donc qu'elle va bientôt passer en direct. Donc quand le cadreur voit cette lumière rouge, eh bien il n'a plus le droit à l'erreur, puisque sinon ce sera vu par le monde entier. Bon, j'exagère un petit peu, mais beaucoup de gens la verront, son erreur. On a également près des cages des caméras sur grue qui servent lors des buts, par exemple. Et il y a un minimum 2 personnes qui les manipulent. Le premier pour les mouvements de la grue et le deuxième pour les mouvements de la caméra, avec des petits joysticks pour la contrôler à distance. On va avoir également des steadicamers, donc ce sont les personnes qui tiennent les steadicams, et en gros ça permet de stabiliser la caméra sur 5 axes. Vous voyez le principe d'une caméra épaule? Une caméra, bon, sur une épaule? Eh bien c'est ça, mais en plus smooth, en plus stable quoi. Elles permettent de faire des plans en mouvement, en tournant autour des joueurs par exemple, et ce sont des caméras dites mobiles, puisque bah, elles bougent. Ensuite on a la caméra araignée. Non, je rigole pas, hein, ça s'appelle vraiment comme ça. Enfin, on utilise plus la version anglaise, Spider-Cam, ça sonne un peu mieux. Donc cette caméra est accrochée à 4 fils aux 4 coins du stade, et elle va permettre des plans aériens comme si c'était un drone, sauf que bah, c'est bien la Spider-Cam quoi. Elle peut donc aller de droite à gauche, en haut, en bas, et il faut aussi 2 personnes pour la contrôler, un opérateur pour la position de la caméra dans le stade, et le deuxième pour le cadrage de la caméra, avec des joysticks comme pour les grues. Et ensuite, on va pouvoir avoir un drone pour les plans aériens en dehors du stade. Mais il faut savoir que ces plans ne sont pas tout le temps diffusés en direct, mais qu'ils sont parfois enregistrés à l'avance. Sur certaines éditions de l'Euro, on avait aussi parfois un hélicoptère, même si cette année, je ne suis pas sûr qu'ils aient mis ça en place. Et enfin, on a aussi beaucoup de caméras dans les coulisses, dans les vestiaires, dans les coins aménagés pour faire des interviews, ou même en dehors du stade pour filmer l'arrivée des supporters. Et la plupart sont des caméras portables, soit en steadicam, soit à l'épaule.
Et il faut compter en plus les caméras que peuvent ramener les chaînes de télévision qui ont les droits de diffusion, comme les caméras qui filment les avant-matchs ou les commentateurs par exemple. Ok, donc pour que vous ayez la tête de Mbappé sur votre télé, ça veut dire qu'un cadreur a décidé ou a reçu l'ordre du réalisateur de cadrer Mbappé en gros plan. La lumière qui éclaire le stade va donc éclairer Mbappé et se réfléchir vers la caméra. Elle entre ensuite dans l'objectif, se reflète et est transformée dans les nombreuses lentilles qui compose l'objectif, puis elle va s'imprimer sur le capteur de la caméra. De là, elle va être transformée en signal numérique composé de 0 et de 1 pour ensuite sortir de la caméra par fibre optique. En gros, la fibre optique, c'est comme un câble HDMI mais avec beaucoup plus de puissance et qui peut transporter le signal sur de plus longues distances. Et enfin, cette fibre optique est branchée au car régie. Mais attends, pour l'instant, on n'a que de l'image. On arrive bien à voir la tête de Mbappé, mais on ne l'entend pas. Et c'est comme ça qu'entre en scène l'armée d'une trentaine de micros qui sont présents sur le stade. Il y a tout d'abord les micros directionnels qui vont capter le son dans la direction vers laquelle ils sont pointés. On leur ajoute une bonnette pour protéger le micro du vent qui pourrait parasiter le son. Beaucoup de ces micros sont placés tout autour de la pelouse et braqués sur le terrain pour avoir le son des buts ou des joueurs par exemple. Il y a aussi des micros omnidirectionnels qui prennent le son à 360 degrés. Ils sont placés en haut des gradins et prennent le son d'ambiance du stade, les supporters. Tous ces micros sont fixes et sont donc branchés en fibre optique. On a également des micros branchés sur certaines caméras. Leur signal passe donc directement avec le signal vidéo de la caméra. Enfin, les micros les plus importants, ceux qu'on entend plus, Dani Olmo, l'enchaînement, les micros des commentateurs. Ils ont des micros casques, mais il y a aussi des micros mains qui sont utilisés pour des interviews ou par les journalistes avant le match. Ces micros fonctionnent en HF, donc haute fréquence, et donc aucun fil n'est branché au micro. Cela permet de les déplacer très facilement. Mais attention, rien de magique, c'est grâce à plusieurs antennes qui sont positionnées un peu partout dans le stade et qui réceptionnent le son de ce micro. Donc, pour notre image et notre son de Mbappé, on a une caméra qui le filme en gros plan et un micro-main dans lequel il parle. Sa voix fait donc vibrer l'air devant lui, ce qui va faire vibrer une membrane à l'intérieur du micro. Cette vibration est convertie en signal qui est ensuite envoyé sous forme d'ondes haute fréquence. Ces ondes sont réceptionnées par les antennes branchées au récepteur HF qui va ensuite réceptionner les ondes HF pour les convertir en signal. Il envoie ensuite ce signal par fibre optique au car régie. Bon, si vous avez tenu jusqu'ici et que vous avez tout compris, eh bien, chapeau. On va ensuite passer à l'intérieur de la bête, le car régie. Et c'est là que se passent beaucoup de choses très intéressantes. Je t'arrête juste 2 petites secondes pour te demander de mettre un like à cette vidéo si elle te plaît, puisque ça me soutient énormément. Donc merci à tous ceux qui le feront. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Ce car est garé aux abords du stade et il renferme tout ce qui va transformer le signal brut de chaque caméra et chaque son en quelque chose de cohérent. Et les différents signaux vont passer par plusieurs postes clés. Si on reprend notre caméra avec la tête d'Mbappé, son signal vidéo va déjà passer par l'ingé vision. C'est globalement lui qui va gérer tous les aspects visuels de la caméra. Donc il va gérer l'exposition, si la caméra est trop claire ou trop sombre. Il va gérer aussi la saturation, si elle est trop grise ou trop colorée. Il va gérer aussi la teinte de couleur, si elle est trop bleue, trop jaune, trop verte. Et il va aussi gérer la cohérence entre toutes les caméras. Puisque effectivement, comme on va switcher de l'une à l'autre, il faut qu'elle soit cohérente visuellement. Donc si la tête de Mbappé ne ressort pas verte ou orange, eh bien c'est que l'ingé vision a bien fait son travail. Ensuite, le flux vidéo peut passer par l'opérateur ralenti. On en parlait tout à l'heure, lors des buts par exemple, certaines caméras peuvent faire du ralenti. Eh bien c'est dans le car régie qu'est réglé tous les paramètres de ce ralenti, que ce soit sa vitesse ou encore les timecodes, c'est-à-dire quel moment de la diffusion est-ce qu'on prend pour la ralentir. Il peut y avoir une ou plusieurs personnes à ce poste et ces opérateurs enregistrent les moments importants, typiquement quand il y a des buts ou quand il y a des fautes ou ce genre de choses. Puisque les caméras ne sont pas toutes enregistrées tout le temps, sinon ça serait l'enfer, ça prendrait beaucoup trop de place. Par contre, sachez que quand l'opérateur décide d'enregistrer une séquence, il est possible de démarrer l'enregistrement 15-30 secondes
avant que l'opérateur appuie sur le bouton. Et bien là encore, rien de magique, en fait je vous ai menti. Le boîtier sur lequel ils sauvegardent leur séquence ralentie, qu'on appelle aussi recorder, et bien il est tout le temps en train d'enregistrer. Sauf que pour que ça ne prenne pas trop de place, il supprime les données au bout de 15, 30, 45 secondes en fonction de ce qu'on a paramétré. Ce qui fait que quand l'opérateur appuie sur le bouton d'enregistrement, le recorder arrête alors d'effacer les données et l'opérateur a donc en quelque sorte démarré l'enregistrement avant même d'avoir appuyé sur le bouton. Une fois qu'il a sa séquence enregistrée, l'opérateur ralenti va pouvoir choisir exactement le moment qu'il veut et il va ensuite se coordonner avec le réalisateur pour savoir à quel moment lancer le ralenti pour que ça apparaisse bien à l'antenne. Et ça me fait une transition toute trouvée vers le prochain poste, celui qui va donner vie à tous ces flux de caméra, le chef d'orchestre, le maestro, le réalisateur. Donc concrètement, il va recevoir le flux de ces 46 caméras, toutes affichées devant lui et qu'il regarde en même temps pour choisir le plan parfait pour illustrer telle passe, telle action ou encore tel but. Il va aussi donner des consignes pour ses cadreurs. Par exemple, il va dire si tel steadicammer doit faire tel mouvement ou que l'opérateur ralenti doit lancer tel enregistrement. C'est un travail assez stressant puisqu'il doit toujours être à l'affût de la moindre action, du moindre but pour pouvoir anticiper et réagir avec la bonne caméra qui pourra retranscrire au mieux les émotions des supporters ou la déception des joueurs. Le fait que ce soit lui le chef de toute cette équipe et qu'il reçoive une pression aussi grande, eh bien ça donne parfois des réalisateurs très désagréables. Marc, tu peux m'expliquer ce que t'as branlé là-dessus? La 7 retourne sur le mec, merde! Putain! Il vient devant toi, la 7, bordel de merde! Mais ça va pas, c'est mon son à moi qu'il faut, putain, c'est pas le son de Canal. Musique! C'est toi, Georges! Mais vous êtes nul à chier, bordel! Mais t'es nul à chier, toi, hein? Putain, tu nous casses les couilles, je te jure! Si vous connaissez pas le nom des joueurs, c'est pas la peine de venir, les mecs, hein. Putain, mais c'est pas vrai! Mais tu le vois pas, le ballon, ou quoi? Moi, ça me convient pas, ok? C'est moi le réalisateur. Alors, est-ce que tu peux faire le son comme ça me convient? Ok? Mais heureusement, tous ne sont pas comme ça. Et puis, il n'est pas le seul à devoir gérer ce qu'il se passe. Puisqu'il a à côté de lui un ou une script qu'on appelle aussi topper et qui va lui dire tout ce qui est prévu de se dérouler dans le stade à tel moment. Ça va l'aider à anticiper et à demander au cadreur de préparer telle caméra avec tel mouvement pour tel événement. Ok, attention Pat, ça peut être pour toi. Bon, alors évidemment, la script ne va pas pouvoir tout prévoir puisqu'elle ne peut pas prévoir les buts ou les cartons rouges ou cartons jaunes. Mais bon, elle est quand même très utile. Et enfin, le réalisateur doit aussi respecter les indications de l'UEFA. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est cet organisme qui organise les compétitions de foot. Puisque effectivement, pour l'instant, la réalisation dont on parle est destinée à être envoyée à tous les pays. Ce qui sort de ce cas régie est ce qu'on appelle un clean feed, c'est-à-dire un signal monté avec les différentes caméras, mais sans aucun texte, commentateur ou parti pris dans la réalisation en faveur de tel ou tel pays. Ça permet que chaque pays ou chaque chaîne de télé qui possède les droits puisse rajouter leur propre réalisation en fonction de leurs envies. Sans transition pour le son, c'est exactement le même principe que pour la vidéo. Tous les micros entrent dans une grande console de mixage et l'ingé son va pouvoir mixer en direct, c'est-à-dire choisir le volume de chaque micro présent dans le stade. Par exemple, si un arbitre siffle sur le côté du terrain, eh bien l'ingé son va augmenter le volume du micro le plus proche de l'arbitre. Pour tout ce qui est voix des commentateurs, eh bien comme le signal est envoyé à l'international, on ne peut pas poser les voix françaises tout de suite dessus, les micros des commentateurs ne seront donc pas diffusés. Mais ce sera lors de la réalisation de la chaîne que seront à rajouter ces micros. Ça y est, nos flux vidéo et sonores sont sortis du cas régie qui s'occupe de faire la réalisation pour tous les pays. Direction maintenant l'International Broadcast Center à Leipzig, IBC pour les intimes. C'est le point central qui va gérer la diffusion dans les autres pays, des réalisations des différents matchs faites dans chaque stade de la compétition. D'ailleurs, tous les stades sont reliés au IBC par un réseau dédié de fibre optique. Encore de la fibre optique, oui je sais, mais en même temps c'est génial ce truc. Alors dans ce centre, ce ne sont pas moins de 400 employés qui y travaillent. L'endroit fait 20 000 m² et peut accueillir les chaînes
télé partenaires qui s'occuperont de faire la diffusion des matchs. Ce complexe, c'est vraiment le cœur de la diffusion des matchs pendant l'Euro. Autant vous dire que si le bâtiment explose, aucun pays ne pourra voir les matchs de l'Euro. Et en plus de la diffusion en direct des matchs, l'UEFA met également à disposition des vidéos d'interviews, des entraînements des joueurs, des plans au drone de chaque stade, et également des habillages graphiques. Juste les habillages graphiques, ça correspond à tout ce que vous voyez incrusté en plus du signal de la caméra. Ça peut servir à afficher le nom des commentateurs ou le score des buts. Et donc, toutes les chaînes ayant vendu 2 reins pour acheter les droits de diffusion à l'UEFA ont accès à ces images exclusives. Oh. Ils sont quand même sympas à l'UEFA. Non, parce que les droits, on parle quand même de plusieurs millions lâchés à l'UEFA. Nous continuons notre chemin du stade jusqu'à votre télé et on arrive ensuite à la régie qui s'occupera de faire la deuxième et dernière réalisation, la régie de la chaîne télé. Alors si vous regardez le match en France, vous avez le choix entre un abonnement payant chez beIN Sport ou alors regarder certains matchs en clair sur TF1 ou M6. Les réalisations de chaque chaîne diffèrent un peu, mais le principe reste le même. Ils reçoivent le flux de la réalisation principale, le clean feed. Ils reçoivent également le flux des caméras qu'ils ont pu rajouter, comme par exemple la caméra pour les commentateurs. Et ils ont également, comme on l'a vu, des vidéos de stock, des plans du stade vus en drone, des interviews, etc., etc. Ils vont donc pouvoir faire la réalisation entre ces différents flux et rajouter la voix des commentateurs et les habillages graphiques. Habillage graphique, qu'on peut aussi appeler lower third, c'est comme on l'a vu, d'incruster du texte ou le score des buts par exemple. C'est beaucoup utilisé par les chaînes de télévision pour mettre leur logo, mais aussi pendant le match pour afficher le score et afficher les prénoms des commentateurs. Encore une fois, en régie, il y a quelqu'un responsable de ces affichages qui va gérer quand apparaissent tel ou tel habillage et qui est responsable aussi de suivre l'avancée des buts. Tous ces habillages graphiques sont fournis par la fédération, mais vous pouvez quand même remarquer certaines différences entre les chaînes. TF1 par exemple opte plus pour un seul bandeau pour les 2 présentateurs, alors que M6 opte pour 2 bandeaux. Tiens, d'ailleurs, la réalisation de la chaîne s'occupe également de faire les compositions, c'est-à-dire mettre 2 caméras en même temps, donc par exemple la caméra des commentateurs et le flux de la réalisation qui vient directement de l'UEFA. Donc ça y est, le flux est sorti de la caméra, puis du stade. Nous avons passé les 2 réalisations, mais la tête de Mbappé ne s'affiche toujours pas sur notre télévision. Et c'est normal puisqu'il reste encore un maillon essentiel. Une fois que TF1 ou M6 ont reçu le flux qui vient directement du stade et qu'ils ont appliqué leur réalisation par-dessus, il faut maintenant pouvoir diffuser à toute la France, et ce, quel que soit où vous vous trouvez, que ce soit à Paris ou au fin fond de la Lozère, et quel que soit également l'appareil, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur ou votre télévision. Pour être diffusé sur toutes les télévisions de France, le flux va partir des installations de TF1 ou d'M6, direction un multiplex. Un multiplex, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, en France, on a une trentaine de chaînes nationales. Pour diffuser sur chaque télé, on utilise des ondes avec des fréquences données, sauf que ces ondes sont utilisées pour énormément de choses. Pour diffuser la télé bien sûr, mais aussi pour internet, pour la radio, pour le GPS ou encore pour les appels téléphoniques, etc., etc. Et le problème, c'est que les fréquences sont surchargées. Il faut donc allouer une plage de fréquences pour un usage donné. Et c'est ce qu'on a fait pour la télévision. Sauf que si chacune des 30 chaînes nationales diffusait dans son coin son propre programme, eh bien ça dépasserait largement la plage de fréquences allouée. On a donc inventé le multiplex. Ça permet de regrouper jusqu'à 6 chaînes sur la même fréquence hertzienne. En France, on compte 9 multiplex. Et par exemple, M6 est sur le multiplex R4 et TF1 sur le multiplex R6. Le multiplex s'occupe également de gérer et identifier les différents signaux. Par exemple, chaque chaîne a un code pour que quand vous appuyez sur la touche 1 de votre télécommande, eh bien ça affiche bien TF1. Et également quand vous allez dans les paramètres son de votre télé et que vous choisissez de mettre l'audio description ou de mettre les sous-titres, eh bien c'est également le multiplex qui va s'occuper d'encoder tout ça à partir des flux donnés par TF1 ou M6. Pour récapituler, la chaîne envoie donc le signal vidéo, mais aussi 3 signaux son différents, de 1 la version française, de 2 l'audio description et de 3 la version originale, pour les films entre autres.
Et la chaîne envoie également 2 versions pour les sous-titres, une version normale et la deuxième version pour les malentendants. Notre tête de Mbappé est donc bien arrivée au multiplex et elle est maintenant compressée avec les signaux d'autres chaînes. Le flux du match va ensuite partir via fibre optique, et oui, encore, vers plusieurs émetteurs qu'on appelle antennes TNT. Pas la TNT dans Minecraft bien sûr, la télévision numérique terrestre. Il faut savoir que cette liaison entre le multiplex et les antennes peut aussi se faire via un satellite. En France, on compte un peu plus de 1600 émetteurs sur tout le territoire. Et oui, 1600, ça en fait pas mal, hein. Mais en même temps, le fond de la Lozère, c'est grand. Hein. Et enfin, l'émetteur va émettre des ondes hertziennes pour que chaque maison équipée de paraboles télé puisse recevoir le signal de la tête de Mbappé chez lui, confortablement installé dans son canapé. Alors que Mbappé est dans un stade à des centaines de kilomètres de distance. Et pour ce qui est de la réception sur ordinateur ou sur téléphone, la chaîne upload également en continu le signal dans les data centers qui hébergent son site internet, pour que tout le monde équipé d'une connexion internet puisse y accéder. Donc du stade jusqu'à votre télévision, on a vu pas mal de chemins, pas mal d'intermédiaires aussi qu'on ne soupçonnerait pas forcément, mais tous ces maillons sont indispensables. Et même si chacun prend des précautions et des backups pour éviter tout problème ou toute coupure, c'est quand même incroyable de se dire qu'avec autant d'acteurs différents, il n'y a que rarement des problèmes de diffusion. Et qu'ils accomplissent ensemble l'exploit de vous faire retranscrire les joies, les pleurs ou même la tension présente dans le stade, et tout ça en direct. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. Et moi je te dis à plus pour de nouvelles vidéos, c'était Boita.